fait plus de 20 ans que je te connais. Déjà Quand j'étais libraire, ah oui, on a Et oui, démarré, c'est vrai. on a démarré ça. Tu as démarré avec le lit d'Aliénor, Voilà, tout ça. 24 Bon, ans. ça va vite. Ça passe. C'est comme si c'était hier. Ouais. Oui, parce qu'encore Quelques une fois, rides en plus. mais quelle œuvre entre-temps. Et oui, il y a une journaliste qui m'a fait tout à l'heure, qui m'a fait remarquer que c'était mon 33e livre, tu vois. Et j'ai dit, oulala. Ça rajeunit, ça. C'est l'âge du Christ. C'est vrai. Mais écoute, moi j'ai pas l'impression, j'ai toujours l'impression que c'est le premier que j'écris. Voilà, voilà. Mais parce que c'est le même Il y a toujours bonheur. la langue qui est là, quoi. Puis parce que c'est toujours le même bonheur d'écriture, parce que je m'amuse, parce que Oui, c'est ça qui est je me important. sens bien quand Tout à j'écris, fait. quoi. Donc c'est, et puis chaque histoire est nouvelle, chaque histoire est un moment à part entier. Non, franchement, moi j'ai pas l'impression que ce soit le 33e. Voilà. Mais c'est bien. Tout à C'est fait. bien. Ça veut dire que je peux encore écrire au moins 33 livres Voilà, tout dans à les fait. 20 tout à prochaines fait. années, tu vois. Mais dans celui-ci, le roi est désargenté, il va envoyer. Non, mais est-ce que franchement, ça a beaucoup changé? Non, ils ont Ils ont toujours des problèmes de ils ont fric. toujours des Non, mais problèmes c'est vrai, d'argent. hein, que ce soit Et chez il y en a nous. toujours d'autres qui sont là pour aller puiser dans la cassette, évidemment. Et voilà. Et on est tous en quête de notre Oui, trésor, tout à fait. caché, quel qu'il soit. Oui, oui. Celui qui va nous donner du pouvoir, celui qui va nous rendre riches, celui qui va. Quelle que soit la forme du trésor. Oui, mais comme tu dis, ça a toujours existé, ça Et existe ça toujours. existera toujours. Mais c'est la façon que tu as de créer un petit peu cette intrigue en se demandant, mais jusqu'où va-t-on aller, quoi. Ah, c'est tout le problème. Parce qu'un petit peu, moi, ce qui m'a, je veux dire, époustouflé, c'est évidemment voir. Tu manipules le lecteur aussi. Donc, Alors je ne manipule pas, si tu veux, en fait, je suis vraiment le cours de quelque chose que j'ai découvert. Oui. Donc je n'ai même pas besoin de le manipuler, puisque l'histoire a été écrite avant moi, tu vois, et avant que je la raconte, et elle était déjà écrite de cette manière-là, tu vois. Donc il n'y a pas de manipulation du lecteur. Après, c'est du jeu. Oui, tu souffles sur sur le feuillage, sur on les croit que le braises. passage est par là, alors qu'en réalité, il y a autre chose qui... Oui, et parce que c'est tout le problème de l'âme humaine. Tu te retrouves à chercher ça, tu vas atterrir là, et une fois que tu auras atterri là, ça va te ramener là, et une fois que tu seras là, tu vas te retrouver face à toi-même et à tes erreurs. Donc mes personnages dans ce roman-là, comme dans les autres d'ailleurs, mais particulièrement dans celui-ci, puisqu'on a des personnages assez retors et assez... pas charismatique, parce que Guillaume de Nougaret n'est pas un autre particulièrement charismatique, mais je veux dire assez, qui ont marqué l'histoire, tu vois, qui ont marqué le cours de l'histoire. Donc quand on est face à des personnages comme ça, clairement, et que tu sais ce qu'ils ont fait, et comment ils l'ont fait, et de quelle manière, et pourquoi ils l'ont fait, tu es vraiment face à la démonstration de ce que peut être la nature humaine dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de pire. Et soit tu l'aimes et tu en fais un personnage bon, soit tu le détestes et tu en fais une caricature. Et moi j'ai choisi l'entre-deux. J'ai choisi d'accepter ce qu'avait fait de lui cet homme-là. Tu vois, Guillaume de Nougaret, on est avec vraiment le personnage emblématique du règne de Philippe le Bel, celui qui a participé à l'arrestation des Templiers, celui qui a chassé les Juifs de France, celui qui a empoché l'argent des Juifs. C'est pas seulement, donc c'est vraiment ça le bonhomme. Et clairement, à partir du moment où tu acceptes de comprendre pourquoi il l'a fait, alors il ne m'a pas devenu sympathique, je te rassure, mais tu peux arriver à en faire un personnage ambigu, tel qu'il était probablement, et avec et un personnage principal quand même, que les gens vont... Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, vous êtes presque arrivé à nous rendre sympathiques. Ah d'accord. Oui. Oui. Moi je suis pas encore arrivée, mais cela étant, tu vois, c'est pour te dire, il y a une espèce d'écheveau dans ce livre-là, où je promène le lecteur, mais je le promène dans quelque chose, encore une fois, de réel, puisque, tu sais, ce livre, c'est vraiment c'est un deuxième cycle. Il peut se lire de manière totalement indépendante. Les 2 tomes, il y a le deuxième tome sortira au mois d'octobre, fin octobre, ils peuvent se lire de manière indépendante, mais par contre, ils sont quand même liés au Templier de l'Ombre, qui est ma dernière parution, par le personnage de Margot de Dante.
Margot de Dante, c'est une jeune châtelaine qui cherchait son époux, enfin, son frère était templier, devait lui ramener un époux, finalement il n'est pas venu, et puis en cherchant le frangin et en cherchant le futur mari, elle a découvert que des cadavres étaient semés sur sa route, et pourquoi et comment, et bref, ça nous amène à la fin de... Je n'en dévoile pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore lu. Mais par contre, effectivement, quand j'ai eu terminé ce livre-là, une de mes lectrices m'a dit, Madame Canet, dans le grenier, j'ai des choses qui datent, vous savez, d'il y a longtemps, c'est des vieilles archives, et j'avais consulté ça quand j'ai hérité de la maison de mon grand-père, et finalement, je me suis dit que, bon, et j'avais regardé dedans, et quand j'ai lu votre livre, le nom de Margot de Dante m'a sauté aux yeux, parce que c'est un nom que j'avais déjà lu quelque part, donc j'ai vérifié, et j'ai trouvé ça. Donc elle me met entre les mains un manuscrit en latin, et que j'ai fait traduire, évidemment, parce que moi, voilà, hein, j'ai fait du latin à l'école, mais c'est loin. Et clairement, j'ai sauté au plafond. J'ai dit, waouh, il s'est encore passé ça. Quelque chose, oui. Et ce truc-là pourrait bien avoir mené Margot de Dante au bûcher. Alors, est-ce qu'elle y est montée ou est-ce qu'elle n'y est pas montée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé à fouiller. Mais tu vois, ce sont justement toutes ces découvertes grâce au lecteur aussi. Mais complètement. Oui. Et ça, tu vois, c'est tu vois, ce que j'aime de plus en plus avec ce métier, avec cette passion, ce que tu veux, avec le fait d'écrire, c'est que je suis vraiment au cœur d'enquêtes de plus en plus fouillées, parce que les gens m'amènent des éléments Voilà. que j'aurais pas imaginé pouvoir trouver toute seule. Et ça, je sais pas, ça... Et selon l'expression, ça coule de source, c'est là, c'est écrit, c'est là. mais on n'y a pas pensé. Non, parce que c'est un fait divers parmi d'autres. Voilà. Tu vois, et parmi des centaines de documents, de tractations, tu vois, enfin, d'actes notariés, tu vois, là, il y a plein de choses. Et là, il y a juste, si tu veux, au moment d'un acte notarié, il y a ce fait divers-là qui est rapporté, parce que ça a impliqué quelque chose. Ce fait divers a impliqué quelque chose. Et là, tu te dis, mais c'est tellement énorme ce truc. Enfin, on parle de loup blanc mené par une cathare, à une époque où les cathares étaient complètement éradiqués, où l'Inquisition était à moins de 40 bornes, avec un tribunal mené par un type absolument détestable, où la moindre délation te menait au bûcher, et là on est avec des centaines de loups blancs menés par une femme cathare et une bande de... je ne dirais pas quoi, parce que sinon ce serait tout révélé. Mais là, du coup, tu te retrouves avec un truc énorme. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Et là, tu fouilles. Et là, tu trouves. Et là, tu trouves qu'il y a des cadavres encore. Et là, tu trouves que là, il y a des gens comme le roi qui envoie Guillaume de Nogaret chercher ce trésor. Et que tout tourne autour de ce mystère, de cet or qui est là et dont on continue à récupérer des fragments par-ci, par-là. Encore aujourd'hui. Moi, j'ai été marqué aussi parce que nous avons été en vacances à Majorque par ces tours qui sont là. Les tours cathares, oui, parce que ce sont des tours de signaux, oui, tu vois. Les châteaux cathares se répondaient les uns les autres. Quand il y avait un danger, ils enflammaient le sommet, enfin ils enflammaient les grandes torches au sommet, et puis ils s'avertissaient les uns les autres. Et c'est comme ça que, bon... Mais là, tu crées une ambiance extraordinaire quand tu parles que cette tour... Petit à petit, oui. De nouveau s'embrasent, les tours en ruine s'embrasent de nouveau pour pouvoir avertir de quelque chose qui va se passer, quelque chose d'énorme. Alors, le rôle de l'inquisiteur. Ah, c'est un personnage, c'est un sale bonhomme. Mais c'est un sale bonhomme. Ouais. Mais c'est un sale bonhomme tel qu'il est décrit. Hein. J'ai pas inventé le personnage, il est réel. Donc c'est vraiment un sale type. Qui a un pouvoir évidemment celui de grand maître de l'Inquisition, et donc j'allais presque dire tout puissant évidemment là, à Carcassonne, comme a pu être Bernardi à Toulouse. Donc c'est vraiment un sale type avec un passé assez lourd. Alors j'explique pourquoi, mais après, essentiellement dans le deuxième tome d'ailleurs, que vous découvrirez au mois d'octobre. Et puis, mais c'est vraiment un personnage, si tu veux, qui est double. Et parce qu'il a intérêt à ce que les choses arrivent, et en même temps il est piégé. Ah oui, il est complètement piégé. Donc il est à la fois victime et bourreau.
ce qui est quand même pas mal pour un inquisiteur, et qui va se retrouver aux prises avec son principal ennemi, c'est-à-dire Guillaume de Nogaret, qui ne l'a pas servi dans les années précédentes. Voilà. Donc voilà, donc on a, en fait, si tu veux, ça se passe en deux endroits. Tu as d'un côté Carcassonne, avec Guillaume de Nogaret, Geoffroy d'Abysse, donc le grand inquisiteur, et toute une série de choses qui se passent à Carcassonne, qui impliquent Nogaret directement, Voilà. je dirais presque affectivement, puisqu'il va se retrouver lui aussi aux prises avec son passé. Et à la fois dans le Razès, où on a une main coupée qui est découverte dans une main. Alors tu imagines un gant de fer, tu vois, dans lequel il y a une main coupée, et le gant de fer, et tient une épée plantée dans un tas d'or. Donc ça, on trouve ça dans la montagne, et en même temps des disparitions inquiétantes, une archère qui dégomme trois anciens templiers. Enfin voilà, il se passe des choses assez tourmentées d'un côté comme de l'autre. Et les deux chemins avancent en parallèle jusqu'au moment où évidemment ils se croisent, et où là, je n'en dis pas davantage. Enfin, Non, parce que beaucoup, c'est un petit peu là, c'est ce tremplin qui commence à vibrer, oui. et qui, en fin d'ouvrage, évidemment, te dit, mais my God, qu'est-ce qui va encore se passer? Suite dans quelques mois. Suite dans quelques mois. Mais tu vois, quand on arrive là, en fait, quand on arrive là à la croisée du chemin de ces deux hommes, puisque l'enquête du Razès est confiée à un prévôt qui s'appelle Bertrand Le Placier, et de l'autre côté on a Guillaume de Nogaret, donc les deux mènent l'enquête. Et entre les deux, là, tu vois, juste à l'intersection, là on a Margot de Dante. Et Margot de Dante, elle est celle qui va tout faire exploser. On a ce vieux père qui est enfermé depuis des années, apprend-on. Oui. Qui est-il en réalité? Alors ça, c'est le père de Guillaume de Nogaret, c'est un ancien cathare. Un ancien cathare. Enfin, c'est pas un ancien cathare, c'est un cathare, tout court. Oui. Mais on ne dit pas pourquoi, comment, ce qui s'y passe. Mais oui, Guillaume de Nogaret est averti par une lettre anonyme que son père se trouve à Carcassonne. Or, ça fait plus de 30 ans que son père a disparu. Dans cette pousserie, enfin, cette ancienne boutique de pocerie, donc il va là-bas, dans l'ancienne boutique de pocerie, qui est l'adresse qu'on lui a donnée, et il ne trouve personne jusqu'au moment où ce qu'il va trouver, évidemment, n'est pas... Ce personnage apparaissait déjà dans d'autres ouvrages ou jamais? Non, pas jamais. Non, c'est la première fois que je travaille avec le personnage de Guillaume de Nogaret. Bon, après, c'est pas le personnage, comme je te l'ai dit, le plus sympathique que j'ai pu croiser. C'est pas le pire non plus. C'est loin d'être le pire. Parce que malgré tout, on va aussi retrouver mêlé à tout ça un personnage que mes lecteurs ont vu dans Le Templier de l'Ombre, c'est ce fameux Templier de l'Ombre. Voilà. C'est le fameux Othon d'Or qui a tant et tant persécuté Margot pour X raisons que je ne vous dis pas. Voilà. Alors, ta propre expérience avec les loups, quelle est-elle? Moi, j'ai toujours été fascinée par les loups. C'est pour ça que j'ai écrit Les loups, entre autres. Mais j'ai toujours été fascinée par les loups parce que c'est c'est un animal qui me parle. D'abord, j'adore les chiens, j'ai toujours aimé les chiens. Bon, j'en ai plus depuis longtemps parce que je bouge beaucoup et que moi, je ne veux pas, voilà, je veux pouvoir amener, comme je l'ai fait de la chienne que j'avais avant, je l'amenais partout, mais c'était très compliqué. Donc, maintenant, je ne veux plus. Peut-être le jour où j'arrête de me promener sur les routes et où je ne fais plus qu'écrire, quand je serai très vieille. Voilà. Mais pour l'instant, et puis j'ai trop souffert quand elle est partie. Voilà, on s'y attache vraiment trop et je ne suis plus prête à ça. Mais cela étant, les loups, oui, il y a ce côté, je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine chez eux. J'ai vu des loups, j'ai vu des loups blancs dans des vallées des Pyrénées, où j'ai toujours été très curieuse. Alors évidemment, il n'y a rien à voir entre un loup qui est enfermé tu vois, même dans un énorme domaine et un loup sauvage. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais j'ai toujours aimé, tu vois, les documentaires sur les loups, les choses comme ça, tout ce qui me permettait de les suivre, de voir leur fonctionnement, de voir le travail de la meute. Ouais. Justement, il y a ce côté mystérieux et de meute aussi. Oui. Oui. Parce que c'est pareil, si je dis, je me dévoile trop. Oui, il faut être prudent. Il faut être prudent, parce que comment est-ce que je pourrais tourner ça pour que... Tu leur donnes un côté mythologique peut-être.
Non, parce que il n'y avait pas de mythologie cathare liée au loup, si tu veux. C'était pas Ah, lié. Enfin, d'accord. mythologie et cathare, ça marche pas ensemble, mais si tu veux, il y avait pas d'affinité particulière entre les loups et les cathares. Voilà. Le loup a toujours été un animal dont on se méfiait, Mhm. parce qu'il égorgeait les troupeaux, parce que voilà, c'était un danger pour l'homme aussi, donc c'était pas, surtout au Moyen-Âge. Il y en avait partout et c'était un réel danger. Par contre, le fait qu'à un moment donné, une cathare, en tout cas désignée comme telle, apprivoise une meute de loups et s'en serve Mhm. comme arme, ça, Oui, oui. c'est assez inattendu. Alors, il y a toujours ce trio de sauveurs, entre guillemets, Oui. qui sont des gars hyper sympathiques, qui donnent évidemment leur corps et leur âme, justement, pour la défense. Oui, pour la Voilà. défense d'une dame. Oui, oui. Alors, ils ne sont pas tous super beaux et super sympathiques, mais, par contre, oui, en fait, en clair, il y a deux hommes qui sont ennemis à la base. Mhm. Évidemment, forcément, ils convoitent la même nana, mais, ils trouvent le moyen de s'accorder quand elle est en danger, et surtout quand il y a quelque chose à faire, dont je ne parle pas non plus, sinon ce serait dommage, quand il y a quelque chose à faire qui permet d'éradiquer l'ennemi commun. Et ça, il y a une espèce d'esprit de solidarité, de fraternité qui se met en place là pour les souder. Mais Margot, c'est vraiment une femme qui, à la limite, aurait pu se passer d'homme. Compte tenu de son parcours, compte tenu de ce qu'elle a vécu dans le Templier de l'Ombre. Voilà. Enfin, dans le Templier de l'Ombre, évidemment, qui n'est que le reflet de ce qu'elle a vécu dans l'histoire, mais quand elle a déjà une certaine autonomie, une certaine réalité, ce qui était rare pour l'époque. Puis c'est une érudite. Elle a un savoir qui a été puisé dans la bibliothèque extraordinaire de son père, ce qui était encore plus rare pour l'époque. Et cette femme, elle est plus intelligente que les trois quarts des mecs qu'elle côtoie. Pourtant, elle se tient à sa place, j'ai envie de dire entre guillemets, hein, puisqu'elle joue son rôle de femme, d'épouse, de mère, sauf qu'elle est capable du meilleur comme du pire elle aussi, parce que elle a le recul des philosophes et en même temps elle a vécu le pire. Donc là encore, on est avec un personnage assez ambigu, qu'on voit apparaître dans le Templier de l'Ombre, et on se dit ouais, c'est une chouette nana qui en a pris plein la figure, et qui du coup et en même temps dans l'Or maudit on découvre une autre facette d'elle qui nous la rend extrêmement attachante, Mhm. mais par contre qui nous la montre sous un jour différent. Et c'était très intéressant de travailler, tu vois, sur la psychologie du personnage, l'évolution du personnage, la teneur de ce moment où tout bascule. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, je reviens au côté géographique de l'histoire, c'est que tu mets deux belles cartes en début Ah bah d'ouvrage, oui, et qui nous permet, nous, via Google, oui, de visualiser tout de suite. de voir et de se mettre dans une ambiance. On est là dans un cadre Après, tu extraordinaire. sais, enfin moi je vous invite, hein, chers lecteurs belges et Et d'ailleurs, d'ailleurs, de d'aller à Carcassonne, parce que Carcassonne c'est vraiment un lieu, c'est un peu comme Provins, c'est une ville où véritablement le temps s'est arrêté. Elle est exactement dans le même jus, alors pas, elle a évolué depuis le XIIIe siècle, le XIVe siècle, mais par contre ça s'est arrêté vers le XVe. mhm, Donc tu retrouves vraiment, vraiment, vraiment enfin, tout est là, quoi. Le logis de l'Inquisition existe. Il existe encore. Aujourd'hui, il ne se visite plus. Mais c'est pas exclu qu'ils en fassent un musée. Là, il y a des choses qui sont en train de bouger. Moi, j'ai visité par 2 fois le musée de l'Inquisition. Je l'ai visité et j'ai vu des choses que les visiteurs normaux auxquels les visiteurs normaux n'ont pas accès. Pour mes recherches, pour tout ça. Et je peux te dire que, ouais, c'est flippant, et à la fois tu te dis enfin, le génie humain dans l'horreur est vraiment, enfin, dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà, donc on n'en sort pas indemne, tu vois, de choses comme ça. Et là tu te dis ouais, cette fille là,
elle est sous l'œil de l'Inquisition, et donc de ses bourreaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit que quelque part, il y a encore quelques cassettes avec des pièces. Oui, à mon avis, c'est pas quelques cassettes. C'est pas quelques. Non, tu sais, il y a eu Rennes-le-Château, c'est à quinzaine de bornes, quinzaine de kilomètres du château de Dante, un château qui n'existe plus. Hein. Il y a une colline avec 3 petits bouts de pierre dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais donc le domaine de Margot de Dante, donc c'est vraiment à côté de Rennes, le château, c'est en dessous. Et il y a eu des explorations qui ont été faites par, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, par des lasers qui regardent en dessous. D'accord. Voilà. Je n'ai plus le nom en tête. Spectrographie, je crois. Je sais plus. Bon, bref, je te dirai une bêtise. Et là, donc, la personne qui a scanné a trouvé effectivement, si tu veux, des rampes d'accès jusqu'à une salle souterraine. Et on voit clairement à la couleur du scanner, lui te dit, ben voilà, là on voit, et tu vois bien, il y a au moins 2 coffres, 2 grands coffres en métal ou contenant du métal. D'accord, ou contenant. Mais on ne peut plus y avoir accès parce qu'il faudrait complètement défoncer les maisons, défoncer la rue, donc on ne peut plus avoir accès et c'est quand même assez profond. Donc on sait qu'il y a encore des choses sous Rennes-le-Château, et que la vaissonnière n'a certainement pas tout découvert. Je te dis encore aujourd'hui, on découvre. On a trouvé des pièces d'or. Tu vois, on a trouvé une partie du trésor du temple qui avait été caché à Saint-Jean d'Acre. Tu vois, on a retrouvé des choses. Et je crois qu'il y a pour plus d'1 million ou 2 millions de dollars de pièces d'or. Donc ça te donne une idée. Imagine, en France, il y avait énormément de commanderies. Rien qu'autour du château de Dante, il y en avait 4. Donc ces commanderies, elles généraient des bénéfices qui ne partaient plus en Orient, puisque les États latins d'Orient n'existaient plus, avaient été perdus depuis longtemps. Puis au moment donc, de l'arrestation de l'ordre du Temple, des Templiers, toutes les commanderies n'envoyaient plus d'argent. Elles en avaient sur place. Elles continuaient à générer des bénéfices parce qu'elles avaient des fermages, parce qu'elles avaient des moulins, parce qu'elles avaient des bois, parce qu'elles faisaient beaucoup de choses, mais elles dépensaient plus d'argent. Et elles prêtaient à droite à gauche, mais le prorata de ce qui rentrait, c'était... Et tout cet or-là, il a disparu, proprement disparu. Donc crois-moi, il y en a encore. C'est pas pour rien que tout le monde écume avec le détecteur de métaux et tout ça. Ça continue. Sauf que le Razès, c'est un gruyère. Il y a des grottes souterraines, il y a des passages souterrains, il y a des boyaux naturels qui mènent d'une pièce à l'autre. C'est vraiment un labyrinthe là-dessous. Et je pense qu'on est très 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 loin d'avoir découvert le 10e de ce trésor. Maintenant, qu'est-ce qu'on a découvert? Ça, voilà. Ah, moi, ça, je vous le dis pas. Il faudra dire le 2e tome. Et tout ça sous l'œil trouble de l'Église, évidemment. Quoi. Évidemment, qui avait prévu, il était prévu d'en lâcher une grande partie, pour ne pas dire presque la totalité au roi de France. J'ai hâte de découvrir le prochain au mois d'octobre. Ben oui, tu vas voir. Et puis, je pense que tes lecteurs seront ravis d'apprendre aussi que malgré tout, il y a l'or maudit, mais j'ai fait le 3e tome de la BD. Ah, voilà. Donc en même temps que l'or maudit, sort chez Pocket le tome 1 du Templier de l'Ombre. Donc ceux qui n'ont pas encore, tu vois, ne peuvent se jeter sur le Templier de l'Ombre et commencer. Et puis il y a le tome 3 de la BD, toujours avec Pierre, mon cher Pierre Lejeune, que j'aime tant, et qui a encore fait un boulot extraordinaire. Et voilà, et je suis toujours autant admirative de cette merveilleuse Aliénor qui prend de plus en plus de puissance, de plus en plus de couleurs, de plus en plus d'énergie sous les traits de Pierre et sous le petit pinceau de Pascal Minot, notre coloriste. Voilà, donc tout ça, moi j'ai une belle actualité, donc je suis une femme comblée. Tu n'écris pas quelque chose avec une jeune fille?
Ah si. J'ai vu passer quelque Alors, chose par nous figure-toi, en 3 minutes. En 3 minutes, figure-toi que mon fils écrit aussi, il Oui. écrit des romans historiques sous le nom de Anaël Calmeltra, en indépendant, donc on ne peut le trouver que sur sa boutique en ligne en tapant son nom ou sur Amazon. C'est de la même veine que moi, mais il est formidable ce garçon. Mais il a son propre style et il grandit vraiment. Et puis, figure-toi qu'il a une fille de 7 ans. Ma petite fille s'appelle Éléonore, et aux dernières vacances, elle m'a dit « Mamie, bon, cette fois, on fait quelque chose de sérieux. » Je dis, c'est-à-dire, À 7 ans, oui. qu'est-ce qu'on fait de sérieux, toutes les deux? Elle m'a dit, on va écrire un livre ensemble. J'ai commencé un livre ensemble. Elle m'a dit, ah oui, et puis pas qu'un, on va en faire 10, mamie. J'ai dit, 10 livres? Je dis, on fera pas tout ça pendant les vacances, ma chérie. On va, d'accord, on va en faire un. Et donc, on a fabriqué une histoire, on a conçu une histoire toutes les deux. Et alors, c'est drôle, parce que tu vois, au bout d'un moment, moi, je brodais sur l'histoire, tout ça, elle me fait, non, la mamie, je le sens pas. Donc, je lui ai dit qu'effectivement, elle avait forcément raison, puisque c'était pour les enfants de 7 ans, qu'elle avait 7 ans, donc Elle est dans le jus. elle était dans le jus, moi pas. Donc, on a créé cette histoire, qui s'appelle Le fabuleux voyage de Messire Chaton, et puis dans la foulée, on en a fait une seconde, et là aussi, bah, évidemment, donc là, c'est des petites histoires qui sont publiées sur Amazon, et qu'on vend au Salon du Livre, et que je propose à mes lecteurs, s'ils me les commandent sur calmelofficiel@gmail.com, c'est toujours la même adresse, vous savez. Si vous voulez des livres dédicacés, c'est avec un plaisir, je travaille avec un libraire. Mais accessoirement, je le propose aussi aux libraires. C'est-à-dire que moi, tu sais, j'ai un énorme amour pour les libraires, ils sont là, ils m'accompagnent depuis plus de 20 ans. Donc il est hors de question que même si je fais des choses à part, tu vois, comme ça a été le cas là avec les 2 livrets de la petite, mais aussi avec le secret de Margot qui sert de lien, c'est un petit livre comme ça, qui sert de lien entre le Templier de l'ombre et l'or maudit. Parce que bah, il manquait quelque chose, et mon éditeur m'a dit, écoute, c'est pas un format que je peux faire, vas-y, fais-le en indépendant, mais j'ai dit, moi je travaille avec les libraires qui sont ok. Donc les libraires, pareil, ils m'appellent, je leur envoie des livres, tout se passe très bien, j'en ai déjà une quinzaine de libraires qui ont joué le jeu, qui m'ont dit, écoutez Mme Calmel, bon ok, on a parfaitement compris votre démarche, donc nous on est d'accord, hein, vous nous envoyez des livres, on les vend en librairie, tout va très bien. Donc voilà, donc ça se passe le mieux possible, et Éléonore est ravie, elle a fait son premier salon du livre ce week-end. Ce week-end, et elle était très fière, elle a dédicacé 17 livres. Ça c'est super. Et elle était très heureuse. Et moi je me dis, une petite fille de 7 ans qui a des étoiles dans les yeux quand elle tend un livre à quelqu'un, elle ira loin. Ouais. Ben, ça me rappelle moi, tu sais. Voilà. J'ai l'impression de me retrouver, alors pas à 7 ans, moi j'ai commencé, j'avais 8 ans et demi quand j'ai commencé à écrire. Mais là, elle n'écrit pas toute seule, on écrit toutes les deux. Mais je me dis qu'à 9 ans, elle fera comme moi, à 11 ans, elle écrira son premier roman. Eh bien, je te libère. Mireille, merci beaucoup. Bonne promotion. C'est toujours un plaisir de papoter avec toi, tu sais. Et à très bientôt. Ben, à très bientôt. Ça va tellement vite.